Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle webconférence en cardiologie sur notre chaîne CEVA Université. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir sur cette plateforme et vous êtes nombreux encore une fois aujourd'hui pour cette fois-ci écouter Pierre Menot, spécialiste en cardiologie qui exerce dans une magnifique région puisqu'il est au CHV à Quivet en région bordelaise. Alors aujourd'hui avec Pierre, nous allons aborder différentes situations autour de la décompensation du chien cardiaque qui pose souvent de nombreuses questions, voire même des fois quelques difficultés, à savoir je fais quoi, quels examens, quel traitement, la polythérapie, oui, mais comment est-ce que je fais, à quel moment, quel suivi, comment et quand revoir les propriétaires. Donc Pierre est là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions et difficultés à travers différentes situations cliniques. On va aborder ces différentes situations à travers également des petits quiz. Donc, vous retrouverez des questions au fur et à mesure de la présentation de Pierre sur la droite. Vous verrez, ça apparaîtra au fur et à mesure. Il suffira juste d'y répondre. Vous aurez quelques secondes pour y répondre. Et puis, comme ça, Pierre abordera ensuite la solution avec vous. Également, si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On prendra quelques minutes, bien évidemment, à la fin pour répondre à toutes les questions. Je vous remercie pour votre présence et puis je vais laisser la main à Pierre pour débuter cette présentation et je vous dis à tout à l'heure à travers les questions et le chat. Eh bien, bonjour à tous, à toutes et tous, tout le monde. Alors, je ne suis pas très habitué des webinaires, donc vous m'excuserez s'il y a des petites hésitations. J'espère que ça vous conviendra. Donc, je vais vous partager ma présentation. On va parler, donc, comme vous le disiez, Michael, du chien cardiaque décompensé. Et donc, évidemment, encore une fois, merci à CEVA d'organiser cette webconférence sur un sujet. On va vraiment parler du chien, de la maladie valvulaire dégénérative, donc de ce que vous voyez régulièrement, voire toutes les semaines, voire tous les jours. Donc, on va un petit peu faire différentes situations. Je vais vous faire suivre notamment ce petit chien qui s'appelle Iron, au travers de 4 ou 5 situations cliniques plus ou moins fréquentes. Et donc, on va essayer de discuter là-dessus. Donc, Iron, c'est un Cavalier King Charles de 8 ans. Il présente un souffle systolique apexien gauche de grade 3/6 et il vous est présenté parce qu'il tousse et qu'il présente une intolérance à l'effort. Donc là, j'ai juste avec ce motif de consultation qui peut apparaître facilement sur vos logiciels de clinique, je voulais vous demander si vous pensez que Iron est insuffisant cardiaque, oui, non, ou alors vous ne savez pas pour l'instant. Donc, je vous laisse répondre à ce petit quiz. Vous avez la question qui apparaît à droite dans la partie sondage, juste en dessous du chat. Voilà, je vois que ça commence à répondre. C'était le temps de réfléchir. Voilà. Donc, c'est juste d'après vous, voilà, est-ce qu'avec les éléments qu'on a, est-ce que vous pensez que ce chien est insuffisant cardiaque? Alors, ça bouge encore sur les réponses. C'est partagé pour le moment entre deux réponses. Bon, mais c'est bien. Donc, on commence dans le vif du sujet alors. Je pensais qu'il y aurait peut-être une unanimité, mais non. Du coup, il y a une réponse qui se dégage? Qui se dégage un petit peu. On est à... Hop, on va fermer les votes s'il n'y a pas d'autres réponses. On est à oui à 38%, très peu de non 6%, et je ne sais pas 56%. Donc quand même une majorité pour je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, c'était la bonne réponse. En fait, on n'a pas assez d'éléments
il y a effectivement une trentaine de pourcents de personnes qui ont fait cette petite erreur qui est une erreur fréquente. Mais du coup, pour répondre à cette question, il faut juste, en fait, la bonne réponse est qu'on ne sait pas, on n'a pas assez d'éléments. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est ce qu'est la maladie cardiaque. Par exemple, ce petit boxer à droite qui a atteint de sténose sous-aortique présente une maladie cardiaque, mais il n'est pas insuffisant cardiaque, alors qu'en bas, le boxer en bas à droite qui a une cardiomyopathie dilatée, et vous voyez de l'acide, lui est en insuffisance cardiaque. Donc, juste rappeler les définitions qui sont très importantes pour classer les animaux cardiaques. Donc, la maladie cardiaque, c'est toute affection cardiaque structurale, que ce soit une valvulopathie, une cardiomyopathie ou fonctionnelle, c'est-à-dire une maladie qui causerait une dysfonction systolique ou diastolique. Et l'insuffisance cardiaque, elle, c'est un syndrome clinique complexe qui résulte de toute affection cardiaque limitant l'éjection ou le remplissage cardiaque, et c'est surtout la dernière phrase qui est importante, résultant en des signes congestifs ou d'hypoperfusion tissulaire. Donc, pour parler d'insuffisance cardiaque, il faut, entre guillemets, que la machine soit dépassée, que le moteur ne fonctionne plus, soit ça déborde en arrière, soit ça ne peut plus pousser en avant, et donc, du coup, on a différents types d'insuffisance cardiaque. De loin, la plus fréquente, c'est l'insuffisance cardiaque congestive, qu'on appelle également insuffisance cardiaque rétrograde, où ce sont les signes de congestion qui vont dominer. Donc, insuffisance cardiaque gauche, c'est la plus fréquente, entraînera un œdème pulmonaire. L'insuffisance cardiaque droite entraînera, elle, de l'acide, un épanchement pleural ou des œdèmes périphériques. Les insuffisances cardiaques à débit faible sont beaucoup plus rares, environ 5 à 10% des cas, mais il faut savoir les reconnaître. Et cette fois, c'est ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque antégrade, où les signes d'hypoperfusion vont dominer, donc avec de la fatigue, une hypotension, des animaux qui vont être très très faibles. Insuffisance cardiaque à débit élevé, c'est beaucoup plus rare, c'est quand les demandes tissulaires ne peuvent être couvertes par le débit cardiaque, donc c'est les situations d'anémie ou d'hyperthyroïdie. Donc juste pour rappeler en fait pourquoi on ne peut pas savoir pour Iron s'il est insuffisant cardiaque, c'est que en fait il a de la toux, il a de l'intolérance à l'effort. Donc ça, ce sont deux symptômes qui pourraient coller avec une insuffisance cardiaque congestive, que ce soit une insuffisance antégrade ou rétrograde, mais il peut très bien tousser parce qu'il a une bronchite chronique, il peut très bien être intolérant à l'effort parce qu'il est un petit peu anémié ou parce qu'il a de l'arthrose. Donc du coup, le fait d'avoir un animal avec un souffle cardiaque et de la toux ou une intolérance à l'effort ne veut absolument pas dire qu'il est en insuffisance cardiaque congestive. Donc, je vous rappelle la classification de l'ACVIM qui est rappelée dans le consensus de 2019 sur la MVD, dont on va parler pendant la conférence et qui, je vous rappelle, est en accès libre sur le journal de médecine interne, le JVIM. Donc, il y a 4 classes qu'il faut connaître d'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque au sens large. A, c'est un animal qui est prédisposé à avoir une maladie cardiaque. Donc, par exemple, le cavalier King Charles sont prédisposés à la MVD, même s'ils n'ont pas la maladie encore. Le stade B, ce sont des animaux qui ont une maladie cardiaque, mais pas d'insuffisance cardiaque. Donc, on distingue dans le stade B, le stade B1, où il y a une maladie cardiaque, mais le cœur ne s'est pas encore remodelé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilatation cardiaque, du stade B2 où il y a une maladie cardiaque avec remodelage. Et pour la MVD, il faut un remodelage atrial gauche et ventriculaire gauche. Et ensuite, on passe au stade C, l'insuffisance cardiaque congestive présente ou passée. C'est-à-dire qu'un animal qui a été insuffisant cardiaque, qui a eu de l'œdème pulmonaire qui aura été traité, ne va pas reculer en stade B2, il restera en stade C. Et l'insuffisance cardiaque réfractaire, c'est des animaux qui vont recevoir des doses de diurétiques beaucoup plus importantes, en général au-dessus de 8 mg par kilo par jour de furosémide. Donc la décompensation, elle est ici, c'est à partir du stade C. Et donc du coup, c'est pour ça qu'avec Iron, on ne savait pas s'il était insuffisant cardiaque. Du coup, pour savoir si Iron présente une insuffisance cardiaque, je vous ai dit, il faut qu'on voit s'il a un œdème pulmonaire. Pour vous, quel test va pouvoir vous aider pour ça? Est-ce qu'il faut faire une échocardiographie, un bilan sanguin, une mesure de pression artérielle, une radiographie thoracique ou un dosage de NT-proBNP? Donc là, je vous laisse répondre également. Pareil, le vote est ouvert sur la droite.
pense que ça hésite pour le moment. C'est bon. Peu de réponses encore. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est Iron qui a un souffle cardiaque et de la toux. Est-ce que finalement, il est en insuffisance cardiaque, donc au stade congestif, insuffisance cardiaque congestive? Quel est le test parmi ces 5 tests qui va permettre de répondre à cette question? On va peut-être pouvoir clore. Ouais, là, on voit que ça se joue entre 2 réponses. Il y a que, Oui. Ouais. Ça bouge encore un petit peu, donc on va bientôt pouvoir clore. On va attendre quelques secondes. Encore 1 ou 2 retardataires peut-être. On confirme pour le moment la bonne réponse. Allez, on peut clore. Alors, il y a une réponse qui se démarque quand même, c'est la réponse radiographie thoracique, avec 71% des votes. Ok, très bien. 24% pour l'échocardio et 5% pour NT-proBNP. Ok, donc la bonne réponse, c'est la radio thoracique, hein, effectivement. C'est-à-dire que pour mettre en évidence, comme on l'a dit, l'insuffisance cardiaque congestive, c'est de l'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire, vous ne le verrez qu'à la radio. Il vous faut faire une radio thoracique pour le mettre en évidence. L'échographie va vous donner le type de maladie, va vous renseigner sur quel est le type de maladie cardiaque, mais ne vous donnera pas d'infos, ou alors ça peut en donner, mais pas aussi précise qu'une radiographie thoracique. D'accord? Alors, on peut faire l'échographie en échocardio, on peut faire de l'écho pulmonaire, hein, c'est assez à la mode en urgence pour voir effectivement diagnostiquer, mais on va dire que le classique, le standard, ça va être la radio thoracique. Donc voilà la radio qu'on a faite sur Iron. Vous pouvez la voir, elle s'affiche. D'après vous, est-il en insuffisance cardiaque? Donc là, pareil, oui, non ou je ne sais pas. Vous voyez cette radiographie latérale. Est-ce que pour vous, vous avez assez d'éléments pour trancher? Pareil, je vous laisse quelques secondes. On voit sur cette radiographie assez nettement une cardiomégalie. Ça, c'est sûr. OK, on voit, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. On le voit. Une trachée qui est quasiment parallèle à la colonne vertébrale. On voit ici un atrium gauche qui devrait normalement aller tout droit et donc probablement une dilatation atriale gauche. Les vaisseaux, difficile de bien les évaluer ici, peut-être un petit peu congestionnés potentiellement. Et puis après, ben voilà, on veut évaluer l'œdème pulmonaire. Donc, est-ce qu'on a des densités au niveau pulmonaire qui nous évoquent un œdème pulmonaire, hein? Vous savez, l'œdème pulmonaire se manifeste soit par de l'interstitiel, soit par des images alvéolaires. Donc, quelle est la réponse? Ça bouge encore un petit peu. N'hésitez pas à voter. Tout le monde n'a pas répondu, mais on va bientôt clore le sondage. Ça reste anonyme, donc ne vous inquiétez pas pour. Et je ne vois même pas les réponses. On voit uniquement les pourcentages de réponses. Allez, encore une ou deux réponses. Voilà, on va se laisser une quinzaine de secondes pour répondre. C'est bon? Allez, c'est bon. Fermé. Et donc, la réponse principale, donc c'est 65% de oui. Et ensuite, 18% de non et 18% de je ne sais pas. Ok, très intéressant. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je voulais mettre cet exemple-là, parce que c'est quelque chose, voilà. Alors, je sais qu'on a souvent pas beaucoup de temps, on est souvent pris en clinique, mais pour moi, on ne sait pas. Effectivement, on a une cardiomégalie sur cet animal. On a un marquage interstitiel cododorsal. Donc, ça pourrait correspondre à un œdème pulmonaire, mais attention, on est un animal qui est en expiration. On a un animal qui est en expiration et du coup, ça pourrait être juste ce marquage interstitiel, peut être lié à l'âge, peut être lié à la phase respiratoire. Donc, pour moi, on n'a pas assez d'éléments pour déterminer qu'il y ait un œdème pulmonaire. Donc, voilà, attention, toujours faire 2 vues. C'est très important de faire 2 vues. Donc, sur ce chien-là, on avait besoin de faire une radio de face pour vraiment déterminer. J'ai des radios équivalentes de latérales où sur la face, il n'y a pas d'œdème pulmonaire. Donc ça, c'est important de bien réaliser ça. Donc, on a fait cette radiographie de face et vous voyez donc le cœur est au centre, il est assez gros.
surtout, on voit, vous voyez ici les vaisseaux, la veine est centrale, les artères sont latérales. Vous voyez des vaisseaux qui sont assez dilatés. Hein, quand ils croisent les côtes, ça forme un petit rectangle au lieu de former un carré. Donc, on a une congestion veineuse. Hop, vous voyez ici également en cododorsale, en région dorsale droite, une zone d'œdème pulmonaire. C'est souvent là que l'œdème pulmonaire débute. Donc, on a bien un œdème pulmonaire sur ce chien. Donc, vous aviez raison, mais n'oubliez pas, faites toujours une vue de face pour compléter. Toujours 2 incidences en radiographie, c'est très important. Sinon, on se fait avoir, on peut rapidement faire des diagnostics par excès d'insuffisance cardiaque. Donc, effectivement, Iron présente une insuffisance cardiaque congestive. Il est au stade C de la classification Agville. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme bilan? Donc là, on a ce chien qui a de l'œdème pulmonaire. Qu'est-ce que vous allez proposer cette fois? Évidemment, on va proposer une échocardiographie Doppler, idéalement. Donc ça, c'est dans les recommandations du consensus ACVIM. Ce qu'on veut, c'est, comme je vous dis, l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome. Donc déjà, c'est un syndrome qu'on peut commencer à traiter puisqu'on sait qu'il a de l'œdème. Donc on pourrait lui donner dès à présent des diurétiques. Mais c'est vrai que si on veut savoir quelle est la maladie cardiaque sous-jacente, eh bien, c'est l'écho-Doppler qui va nous donner la réponse. Donc ça va permettre de confirmer le diagnostic, d'établir les complications si elles sont présentes, pression de remplissage, hypertension pulmonaire, épanchement péricardique, communication interatriale qui peuvent être acquises. Sur les animaux insuffisants cardiaques, je recommande, si c'est possible, de faire un bilan sanguin complet, numération formule et biochimie complète. C'est une maladie qui met la vie de l'animal en danger. Donc, je pense que avoir une vision globale, savoir notamment quelle est la fonction rénale, traiter une insuffisance rénale et une insuffisance cardiaque en même temps, c'est très difficile. Donc, ça donne des éléments pronostiques pour les gens. Donc, essayez. Le consensus dit qu'à minima, au moins faire un hématocrite et une créatinine sont intéressants. Également, n'oubliez pas de mesurer la pression artérielle sur ces animaux-là pour savoir s'ils sont normotendus, hypotendus ou hypertendus. Sur Iron, on a fait une échocardiographie. Donc, pour ceux qui font un petit peu d'écho, on a ici une vue parasternale droite, 4 cavités. Vous voyez ici l'atrium gauche, ici le ventricule gauche, la valve mitrale qui est épaissie et présente un prolapsus. Et vous voyez un remodelage cardiaque, une oreillette dilatée, un ventricule très arrondi qui contracte plutôt bien. Et quand on fait du Doppler, on confirme la présence d'une insuffisance mitrale. Donc, on a une maladie valvulaire dégénérative. Alors, c'était évidemment ce à quoi on s'attendait sur un Cavalier-King Charles de cet âge-là, mais ça nous permet de confirmer. Son bilan d'extension a révélé à la numération formule une leucocytose neutrophilique légère, qui est fréquent lors d'insuffisance cardiaque, une thrombopénie modérée, c'est très fréquent. Vous savez, les Cavalier-King Charles ont une thrombopénie raciale, donc c'est fréquent qu'ils aient une légère thrombopénie, une biochimie normale, une pression artérielle par contre un petit peu basse à 100 mm de mercure en systolique. Donc, on a un chien qui finalement est relativement stable. On n'est pas en urgence, en œdème pulmonaire aigu du poumon, mais on a un animal qui a besoin d'un traitement rapidement. Donc ça, c'est des situations qu'on voit assez souvent. Donc là, je vais vous demander quel traitement vous allez mettre en place sur ce chien qui présente une MVD au stade C et qui est relativement stable. Soit on va choisir, on est d'accord de donner du furosémide, un IECA, donc inhibiteur de l'enzyme de conversion, par exemple du médazépril ou de l'énalapril, entre autres, ramipril, du pimobindane, du furo et du pimobindane, du furo, un IECA, du pimo, de la spironolactone, donc 4 traitements. Est-ce qu'on donne du thorazémide et du pimo ou est-ce qu'on donne de la digoxine? Alors là, vous pouvez voter également. Donc là, on entre vraiment dans la thérapeutique. Donc, je vous rappelle le contexte. MVD stade C sur un Cavalier-King Charles. On a un bilan rénal qui est normal. On a une pression artérielle un petit peu basse. Et on a un œdème, vous avez vu, sur les radios qui est léger, mais qui est présent. Les votes sont ouverts. C'est très, très partagé pour le moment. Ouais, là, c'est pas évident. On va essayer de clarifier un petit peu. Après, il faut aussi s'adapter. On a des situations cliniques. Il faut s'adapter à chaque animal. Est-ce que
est-ce qu'il y a une insuffisance rénale, comment est la tension artérielle. Donc, tout ça est important à prendre en compte. On va pouvoir clore le… Ouais, ça bouge encore un petit peu, là. Il Le reste sondage, ça bouge. Alors, juste, je vous rappelle, hein, donc furosémide, on connaît tous, c'est un diurétique de Lens. Évidemment, on a un œdème pulmonaire, donc il paraît logique qu'on veuille traiter la congestion, donc avec un diurétique. Le furosémide est un diurétique de Lens. Le thorazémide, vous avez certainement entendu parler, c'est également un diurétique de Lens, un petit peu de nouvelle génération, on va dire, qui a l'avantage de ne se donner qu'en une seule prise et qui est sorti il y a quelques années seulement. IECA, vous connaissez, inhibiteur d'enzyme de conversion. Pimobendan, c'est un inodilatateur. Et la spironolactone, inhibiteur des récepteurs aux minéralocorticoïdes, qui est également utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, dans quel ordre on va donner tout ça? On va pouvoir clore. Là, on peut clore. Donc, on est… Eh ben, le premier qui remonte, donc c'est Furo IECA Pimobendan à 33%. OK. Ensuite, on est sur partagé entre Furo Pimo ou Thorazémide Pimo à 29 et 21%. Donc, on arrive à 50% pour les deux, en gros, sur un diurétique plus Pimo. Et après, 17% sur la quadrithérapie. OK, très bien. Donc, du coup, Furo, IECA, Pimo, les réponses que j'avais pour le thorazémide, il y avait combien de pourcentage, Mickaël? On était à 21%. 20%, d'accord, ok. Donc, c'était la deuxième solution. Hein. Ouais. Okay. Donc, du coup, voilà, j'ai mis 2 bonnes réponses dans ce cas-là. Pour moi, la réponse donnée furosémide et pimobendan était, je pense, la réponse la plus logique. C'est ce que j'ai fait avec cet animal-là. Le thorazémide est également correct. Donc, pourquoi j'ai choisi ces 2 traitements sont, d'une part, il faut traiter la congestion, donc un diurétique, et ensuite, on peut commencer une cardioprotection, d'accord? En première ligne, assez souvent, on va donner du pimobendan. Dans ce cas-là, je n'ai pas choisi d'IEC. Pourquoi? Parce que l'animal est hypotendu. Il a 100 mm de mercure en pression. Du coup, on ne veut pas le faire baisser sa tension. On vient juste de commencer des diurétiques. Donc, c'est des situations où les IEC peuvent fragiliser la tension, peuvent fragiliser la fonction rénale. Il n'y a pas d'urgence à mettre en place un IEC. Hein. Le chien est stable, on commence son traitement. Les IEC sont des cardioprotecteurs, la spironolactone également, que vous avez tout le temps de mettre en place ultérieurement. Donc là, sur du court terme, Furo-Pimo est correct. J'ai mis également Thora-Pimo correct également, puisque dans le dernier consensus ACVIM, il est recommandé de donner du furosémide et le consensus mentionne que pour les animaux qui ne répondent pas bien au furosémide en hospitalisation, certains auteurs utilisent le thorazémide en première ligne également. Voilà. Donc là, il y a un petit peu, on n'a pas encore énormément d'études, on a des études mais court terme. À titre personnel, j'utilise encore le furosémide en première ligne. Je sais qu'il y a d'autres cardiologues qui commencent à utiliser le thorazémide en première ligne. Voilà. Donc là, les 2 réponses étaient correctes. Donc, on a mis en place notre traitement. Quand est-ce qu'on va quand est-ce que les revoir Iron? Dans 2 jours, dans 7 à 14 jours, dans 1 mois ou dans 3 mois? Donc là, on est en situation relativement aiguë et on va vouloir juger de l'efficacité de notre traitement. Voilà, je ne sais pas si on a une réponse. Les votes sont ouverts, hein, ça… On va pouvoir aller assez vite. Pas de réponse, pourtant on peut aller assez vite. Ça monte. Ah, ça s'équilibre. Voilà, donc tous ces choses-là, alors il y a des choses qui sont un petit peu dépendent des cliniciens. Hein. Là, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Il y a aussi pas mal de choses qui sont indiquées dans le consensus ACVIM de 2019, notamment cette question-là est également traitée sur comment on suit ces animaux. Donc, vous allez avoir une réponse. Donc, la réponse, Mickaël? Ouais, alors je clôture. C'est partagé, 42% pour un bilan à 2 jours pour le revoir, et le reste 58%, 7 à 14 jours.
Ok, très bien. Donc, tout à fait. Donc, moi, j'ai mis 7 à 14 jours. Alors, évidemment, hein, bon, on a chacun notre sensibilité. Vous n'avez pas examiné le chien. C'est un chien qui est relativement stable. En général, quand sur une insuffisance cardiaque, un premier diagnostic, une insuffisance cardiaque aiguë, en général, je vais réévaluer les chiens 7 à 14 jours. C'est ce qui est indiqué dans le consensus ACVIM. 2 jours, voilà, on serait très, très proche. Hein. Vous n'avez pas le temps encore que les traitements fassent complètement effet. L'œdème pulmonaire sur les radiographies, il met du temps à se résorber aussi, il y a un décalage. Donc 7 à 14 jours. Ensuite, 1 mois, 3 mois, ce serait trop lointain pour évaluer un premier épisode d'insuffisance cardiaque. Donc 7 à 14 jours paraît tout à fait raisonnable. Donc ensuite, très important, à la sortie de l'animal, vous allez donner des consignes aux propriétaires. Vous allez leur demander de faire un suivi à la maison de la maladie cardiaque. Ils vont suivre l'apparition d'une toux, évidemment, qui peut être signe d'insuffisance cardiaque, mais peut être signe d'autres maladies, comme on l'a vu. Si l'apparition de syncope, et surtout, quelque chose sur lequel je veux insister, c'est le suivi de la fréquence respiratoire lors du sommeil. Lors d'œdème pulmonaire, la fréquence respiratoire va augmenter significativement, comme vous le voyez sur ce petit chien en bas à droite qui est en œdème pulmonaire. Il y a une étude très intéressante qui date de 2011 qui s'est intéressée à savoir au départ, ces chercheurs voulaient savoir s'ils pouvaient diagnostiquer une insuffisance cardiaque congestive juste en faisant une échocardiographie et sans faire de radio, comme on en a parlé un petit peu avant. Et en fait, dans cette étude, ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont également mesuré la fréquence respiratoire des animaux à la fois à l'hôpital, ils ont demandé aux gens de la mesurer à la maison. Et en fait, ils sont aperçus que pour diagnostiquer une insuffisance cardiaque congestive, eh bien, la mesure de la fréquence respiratoire à la maison par les propriétaires était quasiment aussi fiable que des tests comme la radio thoracique, en tout cas se rapprocher de tests comme la radio thoracique, voire était même plus performant que l'échocardiographie. Et du coup, vous voyez, sur ces animaux, le groupe 1, ces animaux asymptomatiques, on voit que les animaux en groupe 1 ont des fréquences respiratoires qui ne montent jamais au-dessus de 41, 43 mouvements par minute, alors que le groupe 2, qui sont des animaux qui sont en insuffisance cardiaque congestive, n'ont jamais des valeurs en dessous de 41. Donc, vous voyez, on voit qu'au-dessus, aux alentours de 41-44, eh bien, on est discriminant sur la présence d'une insuffisance cardiaque. Donc, la fréquence respiratoire au repos et même durant le sommeil est un bon indicateur de la présence d'une insuffisance cardiaque congestive. Alors, ça ne veut pas dire que c'est diagnostique à 100%, mais par contre, si les gens notent des élévations persistantes de la fréquence respiratoire, eh bien, il faudra qu'ils aillent vous consulter pour voir si l'animal n'a pas décompensé. Donc, des valeurs au-dessus de 41-44 devraient motiver la réalisation de tests confirmant la présence d'une insuffisance cardiaque. OK, donc à ce titre, je voulais vous signaler, parfois les gens notent sur un petit carnet, mais Seva a eu l'excellente initiative de développer une application sur smartphone qui s'appelle Suivi Chien et qui permet donc aux gens d'enregistrer, de prendre la fréquence respiratoire en tapotant à chaque respiration sur l'écran de leur smartphone, de prendre les pulsations respiratoires de leur animal et les enregistrer. Ils peuvent vous les envoyer par mail. Donc, c'est vraiment un excellent outil. Donc, lors de notre contrôle à 7 jours, qu'est-ce qu'on va souhaiter faire? Eh bien, évidemment, on va faire examen clinique, radio thoracique, biochimie, pression artérielle. Ça, ce sont les examens qu'on va mettre en place. Je ne pense pas qu'il y ait de sondage là-dessus, hein, Mickaël? Il n'y a pas de sondage sur cette Il n'y partie-là. a pas de sondage. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on a mis en évidence un œdème. On veut suivre l'évolution clinique de notre animal. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de complications de nos traitements. Hein. On a mis en place des diurétiques. Et évidemment, ils vont avoir des effets potentiellement sur la tension artérielle, sur la fonction rénale. Donc, on veut voir comment va l'animal, voir sa radio thoracique. Est-ce que l'œdème a disparu? Est-ce que la biochimie est affectée, notamment les paramètres rénaux et les électrolytes? Est-ce que ma pression artérielle est revenue à la normale? Donc, AJ7 Iron avait un bon état général. Sa fréquence respi à la maison était 36 mouvements par minute. Sa radiographie thoracique, vous voyez, s'est améliorée. On a cette fois une bonne délimitation. Vous voyez, toujours faire la radio de face. Et cette fois, on ne voit plus la lésion pulmonaire caudale. Donc, pas d'œdème pulmonaire sur cette radio. Donc, on contrôle bien notre congestion. À la biochimie, on a une urée un petit peu élevée. La créatinine est normale.
Et par contre, on a une légère hypokaliémie, une légère hyponatrémie, une légère hypochlorémie. Donc tout ça, c'est secondaire évidemment à nos traitements. Et la pression artérielle, vous voyez, par contre, est remontée grâce très probablement au pimobendan à 140 mm de mercure. Donc actuellement, il est sur furosémide pimobendan. Donc là, je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on ajoute un IEC? Est-ce qu'on ajoute de la spironolactone? Est-ce qu'on ajoute IEC plus spirono? Ou est-ce qu'on a vu qu'il y avait une hypokaliémie? Est-ce qu'on met en place une supplémentation en potassium? Donc du coup, je vous laisse voter pour ça. Donc on est furosémide, on a contrôlé nos symptômes. On a perdu Pierre. Pierre va revenir, hein. Je vous laisse continuer à répondre sur le traitement. On voit que ça bouge encore un petit peu. On va continuer. Pierre est en train de revenir. Je connecte. Ah, c'est bon, Pierre. Ah, ça y est, tu reviens. Désolé. Hop, attends, je te accède pour le partage de l'écran. Voilà, c'est bon. C'est bon, désolé. Alors, je ne sais pas si j'ai été déconnecté longtemps, mais… Bon, deux petites minutes, mais ça a laissé le temps à chacun de répondre comme ça. Donc là, je peux fermer les votes et puis te donner donc les réponses. Donc, sur que faire en termes de traitement, 27% ont répondu pour ajouter un IECA, 5% sur la spironolactone seule. La réponse avec le plus fort taux de réponse, c'est 36% pour ajout d'IECA et spironolactone et 32% également pour une supplémentation en potassium. Ok, très bien. Donc, super. Donc là, les deux bonnes réponses que j'ai sélectionnées pour vous, je pense les deux réponses correctes, c'était mon premier choix irait sur l'ajout d'IECA et de spironolactone. Et mon deuxième choix pour l'ajout d'IECA. Alors, l'idéal, je pense, c'est d'ajouter IECA et spironolactone. Pourquoi? Parce que bien, ce sont le pimobendan, tout à l'heure, on voulait le donner parce que il va nous a permis de corriger la pression artérielle. Et puis, on a des données de survie qui montrent que le pimobendan prolonge la survie des animaux en insuffisance cardiaque. Et d'autre part, on a également des données IECA plus spironolactone pour les deux molécules qui montrent que ces cardioprotecteurs prolongent la survie des animaux atteints d'insuffisance cardiaque. Donc, on veut les ajouter. Et la deuxième raison pour laquelle on souhaite les ajouter, c'est que ils vont inhiber le système rénine-angiotensin-aldostérone et en inhibant ce système, eh bien, ils vont également assez souvent permettre de corriger la kaliémie. C'est pour ça que, en général, l'ajout d'un IEC va souvent permettre de corriger la kaliémie et la spironolactone également. Alors, IEC a été correct aussi, hein, évidemment, mais ça peut être des fois des contraintes financières. L'idéal étant de combiner IECA et spironolactone, mais voilà, il aurait été tout à fait correct également de donner un IECA si les gens n'ont pas les moyens de donner les deux traitements. OK, donc là, le résumé, vous voyez, sur une 7 à 10 jours sur notre animal, eh bien, on a un cas de MVD
en insuffisance cardiaque congestive, eh bien, c'est la quadrithérapie qui est recommandée par le consensus ACVIM. Donc, un diurétique, furosémide ou thorazémide éventuellement, si le furosémide ne fonctionne pas ou si la compliance est un problème pour les propriétaires. Évidemment, pimobendan, IECA et spironolactone, ça va être donc la pierre angulaire. Donc, vous aviez très bien répondu à cette question de notre traitement. Je vous ai mis les études à droite qui ont prouvé l'efficacité de ces traitements, notamment en termes de survie. Pour les études thorazémide, c'était des études de non-infériorité sur 3 mois. Donc ça, c'est la thérapie qui est recommandée par le consensus ACVIM. Donc félicitations pour votre réponse qui était tout à fait correcte. Donc quel suivi on va faire une fois qu'on a stabilisé notre animal? Alors, de façon globale, ce que recommande l'ACVIM, c'est de faire des contrôles cliniques, radiographiques et rénaux environ tous les 2 à 4 mois. Donc, entre-temps, les propriétaires vont suivre les animaux avec la fréquence respiratoire, évidemment l'appétit, l'entrain général, et vous allez les réévaluer pour ces bilans tous les 2 à 4 mois. Et pas uniquement si tout va bien, pas attendre que l'animal n'aille pas bien. Souvent, il y a des petites choses que vous allez pouvoir détecter et des petits ajustements à faire. Les choses très importantes à surveiller également, c'est le poids de l'animal qui peut changer. Vous devrez ajuster vos traitements. Un paramètre important à suivre, c'est de suivre est-ce que l'animal est PUPD, est-ce qu'il reste PUPD? Je vous rappelle, il est sous diurétique, donc il est censé boire beaucoup. Si les gens vous disent « Ah, mon animal boit normalement, il boit plus beaucoup », peut-être que le diurétique ne fait plus effet. Donc ça également à prendre en compte. Ensuite, les contrôles échocardiographiques, en général, à titre personnel, je les recommande 2 fois par an, donc environ tous les 6 mois, ou s'il y a vraiment des dégradations importantes de l'état général, évidemment. Un œdème aigu du poumon, par exemple, on va les voir pour des ruptures de cordage, mais tous les 6 mois paraît correct. Et on les anticipe évidemment si ça ne va pas. Deuxième situation, petite situation clinique que je voulais vous présenter, c'est très très bref, parce que c'est quelque chose que je vois souvent et c'est des situations qui amènent parfois des dégradations. Donc ça, c'était le cas d'un chihuahua qui avait une MVD stade C également. Il présentait, donc il était sous traitement, pareil, diurétique et je crois sous quadrithérapie. Il avait de la toux, une légère dyspnée, un appétit conservé. Vous voyez à droite sa radiographie thoracique. Alors, je ne vous montre pas la face, mais elle a été faite, je vous rassure. Où là, on n'a pas besoin nécessairement de face, mais il faut la faire quand même. Vous voyez ce marquage diffus et donc un œdème pulmonaire important. Mais au bilan sanguin, donc à chaque fois, avant de mettre en place des diurétiques, on va vérifier notre fonction rénale. Et vous voyez que l'urée est augmentée, la créatinine est augmentée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je dois donner des diurétiques ou est-ce que je dois les arrêter? Donc, quelque chose que je vois assez souvent et dont je veux vous parler, c'est que parfois, certains d'entre nous ont peur, craignent de voir une augmentation des valeurs rénales ou de l'urée. Il ne faut pas se stresser nécessairement avec ça. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on traite l'animal et pas ses analyses. C'est-à-dire que cet animal-là, il a besoin de diurétiques. Oui, il a une insuffisance rénale, mais si elle est, vous voyez son appétit conservé, si elle est bien tolérée, il n'y a aucune raison de ne pas augmenter les diurétiques. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter et aussi n'arrêtez pas les diurétiques sur un animal en stade C, car en général, ça se solde par une récidive de l'œdème pulmonaire. Donc, toujours, on garde notre dose. On part souvent à 2 mg par kilo matin et soir de furosémide, entre 0,1 et 0,3 de thorazémide. Et ensuite, on va essayer de trouver la dose minimale efficace, mais je baisse rarement en dessous de 1 mg kilo matin et soir. OK ? Donc, toujours bien regarder. S'il y a des récidives d'épisodes congestifs, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Donc, on a nos diurétiques en place. On essaie de trouver la dose minimale efficace et de temps en temps, votre animal va refaire des épisodes congestifs. Donc, comment est-ce qu'on gère ces épisodes? Vos cardioprotecteurs sont en place. Eux, on ne va pas trop y toucher. Donc, surtout, on va toucher à nos diurétiques. Donc, augmenter la dose de furosémide. On peut augmenter jusqu'à 4 mg par kilo par dosage. On peut augmenter la fréquence également d'administration, donc passer à 3 fois par jour en furosémide. On peut également ajouter, quand vous êtes monté sur les doses de diurétique, de furosémide, on peut ajouter un diurétique qui est un thiazidique. Donc en général, quand on arrive à donner un thiazidique en plus
du furosémide, c'est qu'on est souvent pas loin du stade D, hein, donc d'insuffisance cardiaque réfractaire. Également, une possibilité de remplacer le furosémide. Si l'animal n'est pas sous thorazémide, vous pouvez remplacer le furosémide par du thorazémide en utilisant environ 1/10 de la dose de furosémide. Donc, par exemple, si votre animal est sous 40 mg de furosémide, eh bien, vous donnerez 4 mg par jour de thorazémide divisé en 2 prises. Également, le furosémide sous-cutané était une alternative. J'avoue que c'était un petit peu ce que j'utilisais quand on n'avait pas le thorazémide. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est que au fur et à mesure que l'insuffisance cardiaque va progresser, on va être obligé d'augmenter nos doses de diurétiques et souvent de réaliser un blocage néphronique séquentiel, c'est-à-dire d'utiliser différents types de diurétiques. Donc là, sur le schéma, vous voyez un schéma de néphron et vous voyez que les diurétiques agissent à différents endroits du néphron. Là, vous avez le glomérule, ici le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et ici le tube collecteur. Vous voyez qu'on agit, alors les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique ont peu d'effet, on les utilise quasiment pas. Hein. Le furosémide et le thorazémide agissent sur l'anse de Henle et vous voyez que quand on va avoir une résistance aux diurétiques, notamment aux diurétiques de l'anse, eh bien les thiazidiques vont être là pour agir et donc entraîner une meilleure diurèse. Ce sont des diurétiques assez puissants et très efficaces. Donc, bien suivre la fonction rénale et les électrolytes, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, la spironolactone, qui est un épargneur potassique, elle aussi a un effet diurétique, mais qui est léger. Hein, d'accord, on utilise la spironolactone plutôt en cardioprotection que comme diurétique. Hein, elle a très peu d'effet à ce niveau-là. Voilà, donc on a vu nos 2 situations et je voulais vous faire part d'une 3e situation clinique qu'on a rencontrée chez Aaron. C'est que 6 mois plus tard, donc au cours du suivi de son insuffisance cardiaque, il a développé une dysorexie, de la toux et cette fois, il avait une distension abdominale et comme je vous le disais, il était sous quadrithérapie. Du coup, quelles vont être vos hypothèses principales sur un chien qui a une MVD et qui développe de l'acide? Là, vous allez pouvoir voter. Est-ce que vous pensez qu'il peut être atteint de fibrillation atriale? Est-ce qu'il peut avoir développé une insuffisance hépatique? Est-ce qu'il peut avoir développé un épanchement péricardique? Est-ce que sa maladie mitrale a pu progresser vers une insuffisance tricuspidienne et du coup entraîner une insuffisance cardiaque droite? Ou est-ce qu'il a pu développer une hypertension pulmonaire? Donc là, il y a un vote. Le vote est ouvert, vous pouvez répondre. Plusieurs réponses sont possibles. Hein. C'est bon, vous voyez toujours mon écran? Oui. Ah, désolé, j'avais peur de m'être déconnecté. Super. Non, c'est bon. Par contre, on ne le voit plus en plein écran. Là, tu es en mode, on voit le... Ah, tu n'as plus partagé. Voilà. C'est bon, ton écran verra apparaître. Donc voilà, donc là, on a une situation que vous avez peut-être rencontrée sur des animaux qui vont avoir été traités pendant un petit moment pour leur maladie valvulaire dégénérative. Donc, d'abord, en général, ils ont d'abord une insuffisance cardiaque gauche et parfois, ils peuvent développer de l'acide et donc, du coup, une insuffisance cardiaque droite. Et donc, du coup, là, il y a plusieurs hypothèses que vous pouvez émettre quand les gens vous disent « Ah, ça y est, il a le ventre gonflé ». Du coup, il faut se poser quelques questions quand vous avez cette présentation-là. Du coup, ça peut être éventuellement des arythmies cardiaques, fibrillation atriale, insuffisance hépatique, épanchement péricardique, insuffisance tricuspidienne ou hypertension pulmonaire. Alors, je vais fermer les votes. Ouais. Et les réponses, donc il y a un peu de tout. 14% en fibrillation atriale, 11% insuffisance cardiaque, 14% pour l'épanchement péricardique. Et les 2 principaux, 33% en insuffisance tricuspidienne et 28% pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Ok, c'est plutôt pas mal. J'ai choisi plusieurs réponses qui me paraissaient correctes pour ces cas-là. J'ai mis la fibrillation atriale parce que vous remarquerez, alors la fibrillation atriale sur les petits chiens est peut-être un peu moins fréquente. Vous savez, c'est l'arythmie la plus fréquente chez le chien.
et elle va se développer, lorsque les atria sont très très gros, et souvent la fibrillation atriale fait décompenser les animaux en insuffisance cardiaque droite. Donc pensez à bien les ausculter, c'est surtout vrai sur les chiens de grand format, mais ça peut également arriver sur les chiens de petit format. Donc auscultez bien, vérifiez bien qu'il n'y a pas une arythmie cardiaque. L'insuffisance tricuspidienne, évidemment, hein, souvent il y a dans un tiers des cas de MVD, vous aurez une fuite tricuspidienne qui peut se majorer et du coup entraîner une insuffisance cardiaque droite, et évidemment hypertension artérielle pulmonaire, hein, par augmentation de la pression dans les veines pulmonaires. Donc une hypertension veineuse pulmonaire peut entraîner une hypertension pulmonaire chez ces chiens atteints de MVD également. Donc tout à fait, vous aviez raison. Alors épanchement péricardique, c'est une cause d'acide, mais lors de MVD, c'est quand même assez rare. Alors il peut y avoir des ruptures atriales, ça peut survenir, donc c'est la raison pour laquelle en général quand il y a de l'acide, il faut aller refaire une écho, mais c'est quand même très très rare. Insuffisance hépatique, en général l'insuffisance cardiaque n'entraîne pas réellement d'insuffisance hépatique. Ok, donc du coup sur Iron, il était toujours sur sa quadrithérapie. À l'examen clinique, il avait une température normale, il a une fréquence cardiaque à 200 par minute, un pouls à 68, donc beaucoup plus rapide que la dernière fois. Il a haleté, mais il avait aussi un effort respiratoire un peu augmenté, des muqueuses et des TRC normaux, une distension jugulaire et un souffle cardiaque toujours bien présent et un rythme cardiaque qui était très irrégulier. Et également de l'acide, évidemment, qu'on avait objectivé par une écho-fast. Sa pression est un tout petit peu basse. Donc là, quel test choisissez-vous pour Iron, pour avancer un petit peu dans le diagnostic? Je ne sais plus s'il y avait un vote pour celle-là. Un vote, hein, j'ai lancé le vote. Pareil, plusieurs réponses autorisées. Donc ça, c'est une situation que vous rencontrerez. Du coup, quel est le test que vous allez choisir pour ça? C'est bon, on peut clore. Attends, c'est en train de répondre là. Ouais. On va pouvoir clore. Hop. Donc on est à 44% d'ECG, 34% échocardio. Oui. Et après un petit peu 13% radiothoracique et 9% pour le bilan sanguin. Tout à fait. Ben voilà, j'ai sélectionné les trois, donc vous avez tout à fait raison. Il y a une arythmie cardiaque importante, comme je vous ai dit, la fibrillation atriale est à considérer sur ces animaux qui font des arythmies cardiaques, qui font des maladies cardiaques avancées. Échocardiographie tout à fait justifiée, puisque on veut aller voir si notre animal n'a pas développé, par exemple, une hypertension pulmonaire, évidemment. Le bilan sanguin est à faire, évidemment, puisqu'on a des signes, des nouveaux signes de congestion. Donc, on va vouloir savoir si on peut augmenter éventuellement nos diurétiques. Alors, radio du thorax, finalement, je ne l'ai pas sélectionné, puisque finalement, on sait que c'est… Alors, peut-être qu'il a de l'œdème pulmonaire parce que sa maladie est mal contrôlée, mais finalement, on sait qu'il a de l'acide. Et du coup, si les signes congestifs ne sont pas contrôlés, donc finalement, on va au final dépenser peut-être… faire dépenser de l'énergie, du temps et de l'argent aux propriétaires pour pas plus de réponses. On sait que ce chien a besoin de plus de diurèse. Donc effectivement, on a fait un électrocardiogramme sur Iron qui apparaît ici. Et du coup, là, il y a un petit vote aussi pour donner le diagnostic. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'extrasystole ventriculaire bigéminée, d'un bloc atrioventriculaire de type 2, d'une fibrillation atriale, d'une fibrillation ventriculaire ou d'un trouble du rythme mixte complexe associant une origine auriculaire et une origine ventriculaire? Donc là, pour les votes, j'ai repris les numéros qui correspondent aux numéros de ta slide. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas le détail après les numéros. Je vais voter pour ça. Donc voilà, toujours avoir le réflexe, si vous entendez une arythmie cardiaque, de faire un électro. Pas de réponse pour le moment. Ah si, ça y est, ça commence. Ça commence. L'ECG, ça bloque un petit peu parfois. C'est plus long.
Ça hésite sur 2. Il y en a une qui commence à se démarquer. OK. Elle a encore quelques secondes. Je vais donner 5 secondes encore pour les derniers. Allez, fin des votes. Super. Et donc, celui qui ressort le plus, c'est 52% pour la réponse 5. Ouais. Et 1. Et ensuite, c'est 24% pour la réponse 1. Ouais. Et on a 10% pour le 2, 10% pour le 3 et 5% pour le 4. OK. Vous avez bien répondu, vous avez raison. Donc, c'est un trouble du rythme mixte associant une origine auriculaire et une origine ventriculaire. Effectivement, si on reprend l'électro, on a donc une dominance avec des complexes qui sont fins, donc d'origine supraventriculaire. Ce qu'on note également, c'est que les intervalles RR sont très irréguliers. On a un rythme extrêmement irrégulier. Il n'y a pas d'onde P identifiable. Et donc ça, c'est une caractéristique typique d'une fibrillation atriale. Et d'autre part, on a deux complexes qui sont différents, qui sont larges. Et donc, large et bizarre, ce sont des complexes d'origine ventriculaire et ils sont négatifs en D2. Donc, c'est des complexes d'origine ventriculaire gauche. Donc, on a une fibrillation atriale avec quelques extrasystoles ventriculaires gauche sur Iron. Donc, bravo pour la réponse. OK, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié la fonction rénale et les électrolytes et traitement de la fibrillation atriale, c'est d'essayer de ralentir la fréquence cardiaque qui était à 200 pour essayer d'améliorer l'hémodynamique cardiaque. Donc, on a ajouté la digoxine au traitement à 5 microgrammes par kilo 2 fois par jour. On a augmenté notre dose de diurétique à 3 mg par kilo 3 fois par jour et on a conseillé de répéter électrolytes et digoxine 7 jours plus tard. Donc, la digoxine, il faut faire toujours attention. Il faut s'assurer que l'animal mange pour le donner parce que c'est un médicament qui peut être toxique. Donc, on veut toujours vérifier les niveaux de digoxinémie 7 à 10 jours après les avoir mis en place. Donc, la prise en charge de la fibrillation atriale, donc ce qu'on veut, c'est contrôler la fréquence cardiaque. Digoxine, on donne des petites doses. N'hésitez pas à sous-doser plutôt que surdoser. On peut ajouter du diltiazem en libération prolongée parce que les deux traitements vont avoir une action synergique. Idéalement, si vous pouvez sur ces animaux, c'est de faire un holter. Il a été montré que lorsqu'on avait des animaux en fibrillation atriale, quelle que soit la cause, on avait des survies qui étaient améliorées si la fréquence cardiaque moyenne est inférieure à 125 battements par minute. Donc, du coup, un intérêt de suivre bien ces animaux. Voilà, donc juste pour vous dire que le suivi d'Iron a montré que l'acide avait disparu. Vous voyez, en augmentant, en ajustant la fréquence cardiaque, en ajustant les diurétiques, on a eu une amélioration. Il avait un petit peu une azotémie qui était légèrement aggravée, une digoxine sérique qui était dans la norme. Du coup, on avait diminué un petit peu sa dose de diurétique puisqu'il avait de l'azotémie et plus d'acide. Et on avait ajouté un petit peu des oméga 3 pour améliorer un petit peu son appétit. Et lors d'insuffisance cardiaque droite, ça aide assez. Il y avait une échographie qui avait été faite, mais qui n'avait pas révélé d'hypertension pulmonaire majeure. Voilà, donc j'ai fini avec ma situation. Je pense qu'on arrive pas loin de la fin. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette situation-là. Et je vais juste faire une petite conclusion et puis je vais pouvoir prendre quelques questions si vous souhaitez. Donc, vous avez vu, donc, retenir l'intérêt de la quadrithérapie et retenir le principe de suivi de ces insuffisances cardiaques avec la gestion de la congestion d'une part, gérer les complications au niveau de la fonction rénale, des électrolytes, de la pression artérielle et retenir la notion de blocage néphronique séquentiel, donc ces augmentations progressives des doses de diurétiques et aussi des types de diurétiques qu'on va utiliser. Voilà, je prends les questions si vous souhaitez. Merci Pierre. Alors sur les questions, pour le moment, on en a une. À un moment, tu parlais du thorasémie 2 fois par jour. La question, c'était pas plutôt une seule prise et plutôt le matin. Je pense que dans la situation que tu as décrite, c'était principalement une situation en cas d'échec, dans le cas où on avait du mal à contrôler l'œdème pulmonaire avec les diurétiques.
Absolument. Là, la situation que j'ai décrite, c'était une situation au stade D, donc à des stades d'insuffisance cardiaque réfractaire. Donc assez souvent, dans les articles qui ont été publiés, c'était une utilisation en 2 fois par jour. Alors vous pouvez essayer en 1 fois également, mais c'est vrai que voilà, on a la durée d'action est on va dire aux alentours de 12 heures. Donc parfois ça peut couvrir sur 24, mais parfois on est obligé d'utiliser en 2 prises. On le voit bien, nous, de toute façon, c'est une prise par jour sur les stades C quand on est en première intention ou sur des situations qu'on gère facilement. Et après, oui, sur des stades D, on peut avoir besoin de mettre 2 fois par jour. C'est pas impossible et c'est pas interdit de le faire. Si le chien en a besoin, il faut pas s'interdire de le faire comme on donne du furosémide 3 voire 4 fois par jour. Exactement. Ensuite, il y a une question, c'est pourquoi ces chiens syncopent-ils ? Pourquoi font-ils des syncopes? Effectivement, c'était la petite situation qu'on avait après, mais on n'a pas eu le temps de l'aborder. On pourra l'aborder une autre fois si vous voulez. Ces animaux font souvent des syncopes. C'est assez souvent lié, dans mon expérience, soit à des développements d'hypertension pulmonaire. Souvent, ce sont des syncopes, quand on fait des holters sur ces chiens, des syncopes d'origine vago-vagale également. Ce sont des vieux animaux, ils ont souvent un tonus vagal qui augmente et sont souvent liés à des bradycardies ou des baisses de tension. Et ce que je vous recommande sur ces chiens qui font des syncopes, c'est surtout de vérifier si leur congestion est bien gérée. Assez souvent, les chiens qui font des syncopes, c'est des animaux qui ont un mauvais contrôle de leur insuffisance cardiaque. Donc, faites des radiothorax sur ces chiens-là et vous apercevrez que souvent, ils ont un petit peu d'œdème et en gérant l'œdème, qu'il soit pulmonaire ou de l'acide, assez souvent, ils arrêtent de faire des syncopes. Ensuite, si tu peux rappeler la dose de digoxine. Ouais, la digoxine, alors vous l'avez dans le diapo, on commence à 5 microgrammes par kilo 2 fois par jour. Hein. Donc, on commence avec des petites doses et si vous êtes entre deux, vous savez, par rapport à la digoxine, ça vient en 250 microgrammes ou 125 microgrammes. Et donc, du coup, si vous êtes entre deux, vous allez toujours donner en dessous. Hein. Donnez toujours la dose inférieure. Et ensuite, quitte à augmenter plus tard, mais surtout faire attention. Hein. C'est un médicament où il va y avoir rapidement de la toxicité. Hein. Donc, les animaux qui arrêtent de manger, qui vomissent, il faut dire aux gens d'arrêter le traitement et de vous appeler pour éventuellement refaire un dosage de digoxine ou arrêter tout simplement. Et c'est un médicament que je donne pas si l'animal mange pas. S'il mange pas, je donne pas de digoxine parce que on sait jamais sinon si c'est un effet de la digoxine ou si c'est une autre raison. Donc, vraiment, ces animaux qui doivent manger pour leur donner. Si l'animal ne mange pas, je commencerai par donner du diltiazem sur une fibrillation atriale. Ensuite, savoir si l'acide était plutôt dû à une insuffisance tricuspidienne ou si c'était juste de la fibrillation atriale. Ouais, alors du coup, sur ce cas-là, hein, alors il y a souvent un peu des deux, en fait. Hein, très honnêtement, ils ont en général une fuite tricuspidienne, la fibrillation. Donc souvent, c'est multifactoriel. Hein. Donc sur ce cas-là, il y avait un petit peu des deux. C'est difficile de savoir. Il y a rarement un seul des facteurs. Ils ont souvent, ces animaux, un peu de fibrillation atriale, un peu d'hypertension pulmonaire et il y a quasiment toujours une fuite tricuspidienne. Donc, on joue un petit peu avec les trois. La fuite tricuspidienne, de toute façon, on ne peut pas la traiter spécifiquement. Donc, tout ce qu'on peut traiter spécifiquement, c'est l'hypertension pulmonaire et la fibrillation atriale. Alors, attention, l'hypertension pulmonaire liée à des insuffisances cardiaques gauche, utiliser le sildenafil avec précaution. Hein. En théorie, c'est une contre-indication relative. Hein. Il peut y avoir aggravation du flux pulmonaire et vous pouvez avoir des aggravations de l'œdème pulmonaire. Donc, c'est pas la meilleure indication pour le sildenafil. Je vous avoue que je l'utilise parfois, mais on l'utilise du coup avec précaution et on surveille que les animaux ne fassent pas d'œdème pulmonaire. Hein. Dans le dernier consensus ACVIM sur l'hypertension pulmonaire, c'est quelque chose qui est discuté. Donc voilà, sildenafil, hein, c'est un très bon médicament pour l'hypertension pulmonaire, mais attention quand l'origine est une insuffisance cardiaque gauche. Merci. Une autre question. Intérêt de prescrire un IECA, là je pense le bénazéprile, à 0,5 mg par kilo 2 fois par jour. Oui, de données. Alors ça, on n'a pas vraiment de données. Effectivement, c'est quelque chose qui est recommandé, qu'on peut faire notamment au stade D. Hein. Donc, sur les cas réfractaires, une des choses qu'on peut faire, c'est augmenter la dose d'IEC, effectivement,
On peut augmenter la fréquence d'administration du Pimobendan aussi. Il y a des gens qui donnent 3 fois par jour le Pimo. Donc, en stade réfractaire, oui, ça peut être tout à fait envisageable. Ensuite, si tu peux expliquer simplement ce qu'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Ah, simple. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire, en fait, c'est une augmentation, comme son nom l'indique, de la pression dans les artères pulmonaires. Et il y a différentes causes de ça. Donc, il y a environ 5 causes. Il y a l'hypertension artérielle pulmonaire, donc qui vient de l'artère qu'on appelle précapillaire. Il faudrait, en expliquant, ça pourrait prendre des heures d'expliquer, mais de façon schématique, il y a un type qui est une hypertension précapillaire, donc avant les capillaires pulmonaires. Donc, c'est l'artère pulmonaire qui va augmenter en pression. Ça, c'est pas le plus fréquent. C'est ce qu'on rencontre notamment dans les shunts cardiaques, quand vous avez une anomalie congénitale, un syndrome d'Eisenmenger, par exemple. La plus fréquente, c'est l'hypertension veineuse pulmonaire, donc celle qu'on vient de voir potentiellement, c'est-à-dire les maladies cardiaques gauches qui vont, par augmentation de la pression dans les veines, on va avoir une augmentation de la pression dans les capillaires et dans l'artère pulmonaire. Et la troisième cause assez fréquente qu'il faut retenir, c'est tout ce qui est maladie pulmonaire chronique, donc par exemple fibrose pulmonaire ou les maladies parasitaires type angiostrongyllose, d'hyrophilariose, selon où vous vivez, qui peuvent entraîner des hypertensions pulmonaires, donc des augmentations de la pression dans l'artère pulmonaire qui se manifestent souvent par de la fatigue, des malaises, un essoufflement. Mais le diagnostic d'hypertension pulmonaire, c'est vraiment l'échographie qui vous le donnera. Une dernière question. Si fréquence cardiaque inférieure à 160 battements par minute, est-ce qu'il faut donner du diltiazem ? Alors, tout à fait. Là, si c'est juste sur l'examen clinique, en fait, c'est une bonne question. En fait, l'idéal dans ces cas-là, l'idéal est en général est de faire un Holter. Ça, c'est la situation idéale. On peut pas toujours. Il y a une étude intéressante qui a essayé de corréler le CG qu'on pouvait faire à la clinique avec l'examen Holter qui était fait à la maison. Donc, en gros, le gold standard, c'était le Holter. Ça va nous donner évidemment la vitesse. Et il a été montré qu'en gros, les animaux qui avaient des fréquences cardiaques en dessous de 140 à la clinique, en général, avaient un bon contrôle à la maison. Donc, j'aurais tendance à dire que probablement, s'il a 160, si vous ne pouvez pas faire de Holter, oui, on peut facilement ajouter le diltiazem. Et honnêtement, on les met très rarement en bradycardie. Ok. Et la question portait aussi sur une fibrillation atriale. Oui. Oui, alors un point. Parce que j'ai pas vu la suite après. Il y a eu reprise sur le commentaire. Oui, un point important, c'est-à-dire que la digoxine et le diltiazem, la digoxine, je l'utilise quasiment exclusivement pour traiter la fibrillation atriale. Donc c'est pas un traitement. Si le rythme est sinusal, c'est pas un traitement que je mets en place. Alors on peut le mettre de temps en temps pour essayer, mais c'est plus vraiment un traitement qui est réellement en vogue sur un rythme sinusal. Ok. C'est vraiment un ralentisseur cardiaque. Bon, parfait. Écoute, je pense que tu as répondu à toutes les questions. Super. Je voulais te remercier, Pierre, pour ton intervention, la présentation. C'était top. Très orienté pratico-pratique. Donc, je pense que ça a vraiment intéressé beaucoup de monde. On avait pas mal de questions. Pour conclure, juste vous l'aurez compris, sur le chien cardiaque décompensé, la query-thérapie tient quand même une place très importante. Et c'est vrai qu'on a à cœur chez Seva de développer toute une gamme qui permette de répondre à cette problématique-là, à la prise en charge du chien cardiaque avec cette polythérapie, de manière à la simplifier avec des comprimés qui vont regrouper des combinaisons de molécules sur le Cardalis avec du bénazéprile et de la spironolactone, et puis aussi limiter le nombre de prises quotidiennes. C'est important également pour les propriétaires pour leur faciliter la vie, pour faire en sorte que le traitement soit suivi sur le plus long cours possible et qu'ils vivent le plus longtemps possible. Donc, on a ça avec le Cardalis qui se prend une fois par jour. Et également, le Thorazémide, c'est un de ses avantages, c'est sa prise unique quotidienne. Donc, voilà. Donc, tout ça est à disposition. Une chose très importante, Pierre en a parlé, c'est le suivi de l'animal cardiaque pour le suivi de la maladie, le suivi du traitement, mais aussi impliquer le propriétaire de chien. Et c'est vrai qu'on a l'application Suivi Chien que vous pouvez facilement proposée aux propriétaires. Elle se télécharge gratuitement sur n'importe quel téléphone et ça permet de les impliquer, de suivre la fréquence respiratoire au repos et de pouvoir vous alerter également quand la fréquence respiratoire va réaugmenter afin de pas intervenir trop tard pour jouer sur les doses de diurétiques par la suite.
Donc voilà, tout ça est disponible. Je vous souhaite une très bonne après-midi, des bonnes consultations pour ceux qui retournent en clinique, une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et encore, merci Pierre. Merci à vous, merci à tout le monde. Bon après-midi.